j'ai été frappé de constater à quel point il est difficile d'arracher de la part d'un Cubain une critique ou une remarque par rapport à d'autres régimes sur le continent, par rapport à d'autres mouvements de guérilla. Ça ne les empêche pas d'avoir des idées, ça ne les empêche pas de penser, ça ne les empêche pas d'avoir une opinion sur la question, mais c'est une réserve qui est une réserve à la limite éthique, encore une fois, qui fait que, d'une manière générale, les Cubains ont un respect, ils appliquent le respect aux autres qu'ils exigent envers eux-mêmes, toujours sans faille. Et c'est probablement pour ça qu'on les trouve parfois dans des situations qu'on n'imaginerait pas, comme des intermédiaires entre quelques conflits en Colombie et quelques autres pays voisins, etc., etc. Parce que je crois que jusqu'aux régimes les plus adverses de Cuba finissent par reconnaître l'intégrité et la stature morale des dirigeants cubains d'une manière générale. Les Cubains sont un modèle de résistance parce qu'ils m'ont aussi appris, parce qu'à force de les observer, qu'ils ont cet art de ne pas se disperser, de s'en tenir à l'essentiel. Encore une fois, si on faisait le parallèle avec nos campagnes électorales, avec nos hommes politiques, avec leurs discours, on pourrait faire une différenciation et distinguer la chose, ce qui rend, à mon avis, ce qui explique la pérennité du discours politique à Cuba. Il y a un facteur que je me reçois ici, je vais le garder pour la fin. Il y a celui qui consiste à ne pas se tromper d'ennemi. Moi, c'est une des choses que j'ai appris avec les Cubains. J'ai milité pendant des années en France, j'ai milité longtemps avec la solidarité avec le Nicaragua. Jusqu'à là, j'ai tendance à dire que j'avais appris pourquoi il fallait être en colère, et les Cubains m'ont appris comment être en colère. Donc à partir de là, l'idée de ne pas se tromper d'ennemi est un critère assez important à mes yeux quand on veut durer dans une situation de résistance. Autre facteur très important, toujours par rapport à, faisant une parallèle avec les hommes politiques, ne rien concéder à l'ennemi. Je crois que c'est un autre facteur très caractéristique de la politique cubaine, c'est malgré le rapport des forces, malgré le risque encouru, ils savent, c'est comme ça que j'interprète leur position, que toute concession à l'ennemi, à cet ennemi-là je parle, pas à n'importe quel ennemi, que toute concession à cet ennemi sera obligatoirement interprétée comme un signe de faiblesse et non pas comme une concession. À partir de là, toute concession est inutile. Ne serait-ce que pour cette raison-là. On pourrait rajouter, sur le plan éthique, toute concession à l'ennemi est immorale. Donc pas de concession. Autre élément qui en fait un modèle de résistance, être prêt et préparé à faire payer le prix à l'ennemi. Ça peut paraître un peu vague comme terme, mais je crois que tant que les Américains comprennent, savent et reçoivent le message que toute tentative de faire subir à Cuba ce qu'ils ont fait subir à d'autres, ils en paieront le prix, est probablement un des éléments qui fait que les Américains n'ont jamais été jusqu'à où ils auraient pu aller dans d'autres circonstances. Et enfin, le dernier que j'ai gardé pour la fin, que j'avais mis au milieu, mais la solidarité. Cette incroyable position d'un pays qui a tant souffert, qui a manqué de tout, qui a subi tout, qui a survécu à tout, a malgré tout appliqué et entretenu un mot qui nous fait défaut aujourd'hui, chez nous, à part dans les discours politiques, préélectoraux de préférence, c'est que la solidarité. Alors, je ne sais pas si je suis affaire ici à une auditoire plus ou moins informée, je pense que oui, donc je ne vais pas m'étendre sur cette question de solidarité. S'il y en a qui ont des questions à poser là-dessus, on y reviendra. Je trouve qu'on devrait rendre plus souvent hommage aux médecins, mais pas qu'aux médecins. Par exemple, il y a un élément qui m'est arrivé de relever de temps en temps, et qui me fait assez rire d'ailleurs, parce que les Cubains, là c'est typiquement l'exemple des Cubains qui ne comprennent pas la véritable nature de l'eau. Et je vais le raconter par une anecdote. Je me trouvais à La Havane, lors d'un sorte de congrès, et je m'ennuie un peu, comme ça, je marchais, je me retrouve au milieu d'un cercle de gens que je comprends être des membres du comité central du Parti communiste cubain. Je me retrouvais là par hasard, je me suis glissé, je vous écoutais parler comme ça, des responsables et quelqu'un d'un ministère, je ne sais pas quoi.
Et j'avais une question à poser, donc je me dis, ah, c'est parfaitement les gens à qui il faut poser cette question-là. La question était la suivante qui me travaillait. C'est que tous les jours, on nous parle des prisonniers politiques à Cuba, et moi, dans la vraie vie de tous les jours, qui milite beaucoup en Amérique latine, moi, ce que je croise, c'est des réfugiés politiques à Cuba. Je me suis rendu compte un jour que j'arrivais pas, il m'était quasiment impossible de croiser un latino sans que celui-ci me dise, ah oui, j'ai été à Cuba. Oui, oui, que les Cubains m'ont sauvé. Guatémaltèque, Salvadorien, Argentin, Chilien, prenez n'importe quel pays d'Amérique latine, si c'est un militant, il a une expérience cubaine à vous raconter. Et je me suis dit, mais enfin, combien de réfugiés politiques, finalement, sujet dont on ne parle jamais, combien de réfugiés politiques est-ce que Cuba a accueilli? Et je ne parle même pas d'Amérique latine, parce que je sais depuis, parce que je commence à m'intéresser à la question, qu'il y a eu des Palestiniens, il y a eu des Basques, il y a eu des Américains, il y a des Canadiens, enfin bref. Donc j'étais dans ce cercle, et je pose la question, est-ce que je peux vous poser une question, messieurs? Oui. Est-ce que vous pouvez me donner une idée du nombre de réfugiés politiques que la Révolution a accueillis à un moment donné à un autre? On va dire, attention, hein, Cuba, à la Révolution, c'était 6 millions d'habitants, aujourd'hui 13, comparons par rapport à la population. Et tout le monde me regarde comme ça avec les yeux, je sais pas. Comment vous savez pas? Non. Mais peut-être que Foulanito là-bas, il sait. Ils appellent quelqu'un qui travaille au ministère de l'Intérieur. Eh, ouais, combien de réfugiés? Il dit, je sais pas. Et moi je dis, attendez, 5 000? Oh non, plus. 10 000? Oh non, beaucoup plus. 100 000? Probablement plus. Tout ça pour dire que voilà un pays privé de tout, soumis à une attaque, qui accueille, on va dire, probablement des centaines de milliers de réfugiés politiques, et ils n'ont même pas eu l'élégance de les compter, si je puis dire. Et quand je dis l'élégance, je veux dire avec cynisme, évidemment. En France, nous connaissons et pouvons tenir trace, presque avec une puce électronique, de chaque immigré et sa famille qui rentre et qui traverse la frontière. Voilà, les Cubains qui ne savent même pas, ne se sont même pas posé la question, et ce fait même qu'ils ne se soient pas posé la question, moi, m'attendrit au plus haut point. Parce que je trouve que c'est un des caractéristiques et un des éléments qui résume tout ce que je viens de dire là. Et je ne sais pas si on aurait eu beaucoup, n'importe quel Français moyen est capable de nous donner le nombre d'Arabes qui vit en France, parce que ce chiffre est important apparemment. Les Cubains, ils ne sauraient pas vous dire combien de réfugiés politiques, tout ce qu'ils savent c'est qu'ils étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup et très beaucoup. Alors aujourd'hui, finalement, où est la surprise? Il n'y en a pas. On sait que finalement, si on fait l'histoire de la révolution cubaine et l'histoire de l'Amérique latine, c'est que tout ce que l'Amérique latine compte comme force progressiste a une dette envers Cuba. C'est aussi simple que ça. Et quelles que soient les tendances, je dis bien quelles que soient les tendances, ça peut être un Lula, ça peut être un Kirchner, ça peut être un Evo Morales, ça peut être indirectement un commandant Marcos, ça peut être des gens de tout ordre, de tout bord et de toute catégorie doivent quelque chose à Cuba. Alors aujourd'hui, lorsqu'on me dit combien de prisonniers politiques il y a à Cuba, je réponds évidemment systématiquement, est-ce que vous savez combien de réfugiés politiques à Cuba? N'essayez pas de me faire croire que l'histoire était une autoroute à sens unique. Et qu'en ce qui me concerne, moi, je pense qu'il y a 13 millions d'habitants à Cuba et 13 millions de prisonniers politiques, prisonniers de l'Empire et de l'embargo. Si vous voulez un chiffre provocateur, moi je vous le renvoie au visage et pour moi c'est ça. Il y a 13 millions de prisonniers politiques à Cuba, c'est toute l'île qui est prisonnier politique de l'embargo et de la politique des États-Unis. C'est une façon de voir les choses, mais j'aime bien le voir comme ça. Maintenant, quand on parle de modèle, ça c'était le modèle de résistance, la résistance d'un modèle. Chaque fois qu'on discute, et pas plus tard qu'il y a 2-3 mois, j'ai interviewé Ricardo Alarcón, qui est le président de l'Assemblée nationale, numéro 2, 3 ou 4, quelque part dans la hiérarchie. J'ai entendu Raúl Castro, j'ai entendu maintes fois Fidel dans ses interviews avec Ignacio Ramonet. Je suis sûr que si je posais la question à son Excellence l'ambassadeur, il me ferait une réponse similaire à leur, c'est que Cuba ne prétend pas avoir un modèle. Cuba n'exporte pas son modèle, Cuba ne prend pas modèle, Cuba ne copie pas de modèle.
Ils le disent tous, donc ils ont raison, sauf que je ne suis pas d'accord. Je vais ici prendre pour la première fois de ma vie le contre-pied de tout ce que disent les Cubains. Parce qu'encore une fois, le poisson ne comprend pas la nature de l'eau. Je dis, moi, qu'il y a matière à prendre comme modèle. Alors tout dépend, qu'est-ce qu'on appelle un modèle? Si vous me dites que le modèle de la société cubaine, ma foi, c'est la répartition entre le privé et le public, ouais, c'est un modèle, pas à suivre, on ne peut pas l'appliquer, on ne peut pas le dupliquer. Okay. Si vous me dites que le modèle cubain, c'est, je ne sais pas, la législation sur le droit du travail, ok, on a une autre histoire, on a autre chose. Mais c'est marrant parce que moi, je n'ai jamais vu dans la société cubaine, lorsque je la regarde, ça comme étant mon modèle. Le modèle que je vois moi, c'est le modèle qui fait que dans les périodes de crise les plus dures, j'ai vu les médecins aller de maison en maison, s'assurer que chaque enfant avait su son vaccin, s'assurer que chaque malade avait été traité correctement, que chaque portion de quelque chose qui arrivait dans le fin fond du village de l'Emedio s'était répartie plus ou moins correctement. Pour moi, c'était ça le modèle cubain. Le modèle cubain, pour moi, c'est lorsqu'un enfant meurt dans un hôpital, le médecin doit aller rendre compte au ministère de la Santé, se mettre au garde à vous et expliquer pour un parterre de gens à l'œil sévère pourquoi l'enfant est mort. Pour moi, le modèle cubain, c'est lorsqu'une nation entière est capable de se mobiliser pour un enfant kidnappé à Miami par une bande de tarés qui veulent en faire un symbole et pervertir le gamin dans un combat politique indécent. Pour moi, le modèle cubain, c'est lorsque des Cubains qui me disent qu'ils ne sont pas communistes me disent qu'ils sont allés se battre en Angola et que je leur ai demandé pourquoi et qu'ils m'ont dit pour lutter contre le racisme, pardon. Pour moi, c'est ça le modèle cubain. Pour moi, le modèle cubain, c'est un Cubain un colonel de l'armée qui m'a dit qu'il est allé combattre en Éthiopie. Et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il est allé combattre en Éthiopie. Et qui m'a répondu parce que l'idée d'une noire qui accouche dans l'herbe est insupportable. Si j'en reviens aux questions d'éthique, de priorité, et cette notion de priorité est importante, je pense qu'on a un modèle cubain à suivre. Il faut être bien clair que la solidarité avec Cuba a une caractéristique un peu particulière.